question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui vos entreprises de s'engager dans la transition juste? Et le compte-rendu va être fait par Irina. Déjà, merci beaucoup aux participants à la réflexion. Il faut dire, le débat est animé et il y a eu beaucoup de sujets qui sont apparus. Et surtout parce que les freins, in fine, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de freins. On est bien curieux aussi après de discuter des solutions. Et je vais commencer peut-être par l'éléphant dans la salle. Parce qu'il y en a un gros, qu'on parle des freins à la transition juste. Et je pense, bon, je ne sais pas si on a vraiment mentionné tout, mais pour moi, il y a une catégorie qui synthétise beaucoup de nos sujets qu'on a mentionnés. Et ce téléphone-là, c'est l'argent. Et donc cet argent, l'argent, si on regarde dans un certain angle, on peut le traduire par les dépenses. Parce qu'une transition, que ce soit énergétique ou transition juste, ça implique des dépenses, de repositionnement du business model, des investissements technologiques, de l'accompagnement de sa force de travail. Et donc, tout ça, c'est de l'argent. Si on change un peu l'angle, cet argent-là, ça peut se traduire également par la difficulté de lever de fonds. Et donc, nous sommes très contents, j'espère, d'avoir aujourd'hui parmi vous des investisseurs ou des banquiers qui peuvent justement aider les entreprises dans leur quête de transition durable et pour pouvoir accompagner ces changements. On change encore un petit peu et on arrive sur le pouvoir d'achat. Parce qu'in fine, on parle en effet d'acheter des produits peut-être qui prennent en compte tous ces enjeux-là, mais est-ce que tout le monde peut se le permettre? Et là, on arrive vraiment sur un sujet de transition juste. Est-ce juste peut-être justement que pas les gens et pas tout le monde peut se permettre d'acheter les meilleurs produits, panneaux solaires, tout ça. Bon, c'est à répondre comment peut-être parler à cette différenciation du pouvoir d'achat. Et enfin, toujours sur la partie argent, très important, le prix, in fine le prix, qui joue un rôle très important dans nos modèles économiques qu'on a appris tous à l'école, mais est-ce que le prix aujourd'hui prend en compte justement tous les aspects? Est-ce que le prix de nos produits prend en compte les vrais coûts de la production? Parce qu'in fine, il y a un coût carbone, peut-être un coût social justement, et peut-être on a des nouveaux business models qui veulent se positionner de manière plus durable, mais avec un prix plus élevé. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le vrai coût? Bon, il n'y a pas que ces aspects-là de l'argent, mais toujours sur des freins, malheureusement. Il y a l'aspect démographique. C'est vrai qu'on a plus en tête un aspect haussier de la population, mais il faut dire quand même que, surtout dans les pays occidentaux, on est sur un train plutôt de vieillissement de la population. Qui dit vieillissement de la population dit aussi peut-être un devoir d'accompagner la main-d'œuvre pour avoir plus de compétences, pour pouvoir travailler dans de nouvelles industries. Donc, pareil, on arrive sur vraiment un questionnement lié à la transition juste. Et in fine, on a également parlé de la gouvernance, qui joue un rôle essentiel, qui est également lié à la transition juste, parce qu'on ne prend pas la décision de la même façon dans des petites entreprises familiales ou dans des grands groupes cotés. Et en fonction justement des enjeux qui sont en place, on peut se rendre compte que peut-être cette demande de la performance dans le court terme, c'est très difficile à prendre en compte tous les aspects de transition durable dans les entreprises. Et je vais juste finir peut-être sur un débat assez large aussi, la question de gagnant-perdant, les enjeux qui sont derrière. Bon, là, on est sur une notion d'entreprise, mais c'est vrai que dans la transition juste, il y a aussi une notion de nord-sud, mais même dans les entreprises, est-ce que peut-être est-ce que c'est juste justement que les entreprises qui ont eu un business model qui nous ont fourni en énergie jusqu'à maintenant, mais énergie fossile, c'est juste que tout d'un coup, non, c'est les méchants. Peut-être c'est pas juste pour eux, pour les gens qui travaillent dans ces entreprises-là.
Et aussi, ça, on peut le lier aussi aux politiques. Ça a été justement mentionné, le débat politique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux d'autonomie stratégique. Donc peut-être justement, si on veut garder notre autonomie, par exemple l'indépendance de l'énergie, ben, on est prêt peut-être à ouvrir quelques mines au charbon ou pas, à discuter ensemble. À discuter. Merci beaucoup, Irina. Cette question, elle avait été posée, vous l'avez vue par Cécile Renoir, la présidente du campus de la transition. Cécile, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Vous avez Alors, j'ai slides. quelques slides. Ouais. Alors, merci pour l'écho de ces débats. Et je pense qu'on pourrait beaucoup allonger la liste de tout ce qui représente des freins à la transformation structurante des modèles d'affaires des entreprises de toute taille. Et vous avez bien mentionné, c'est pas la même chose d'être une PME en France, d'être un grand groupe impliqué à l'international au Moyen-Orient ou en Asie ou ailleurs. Donc évidemment, tout ça, voilà, ce que je propose, c'est peut-être d'abord de dire d'où je parle, justement, et je proposer voilà, alors, du campus de la transition, qui est une association et un peu un living lab que j'ai cofondé il y a 6 ans et demi, avec l'idée de former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain pour une transition écologique et solidaire. En gros, comment est-ce qu'on fait? Et mon point de départ, c'était quand même mon expérience dans des écoles de commerce, notamment l'ESSEC, où je continue voilà, à travailler. C'était de voir, ou à l'école des mines de Paris, où j'enseigne aussi depuis une quinzaine d'années, chaque année, sur ces sujets de transition juste. C'est de voir des étudiants, et d'ailleurs des profs ou des équipes de direction qui sont conscientes qu'il faut essayer de faire bouger les lignes, et que c'est quand même très compliqué de le faire. D'où voilà, ma question sur les freins. Et au campus, on s'est dit, c'est que pour changer les choses, on a besoin du diagnostic intellectuel, mais pas que. Et qu'en fait, il y a aussi derrière tous les changements nécessaires, des prises de conscience qui traversent tout ce que nous sommes et toutes les dimensions de nos personnes, individuellement et collectivement. Voilà, d'où l'idée de promouvoir ce qu'on appelle des pédagogies tête, corps, cœur. Et puis, voilà, le côté Living Lab, c'est d'expérimenter des choses, de relire et de pouvoir réfléchir avec des personnes qui peuvent être aussi des personnes d'entreprises variées avec lesquelles réfléchir à ces sujets. Alors, pour reprendre un peu ce que vous venez d'évoquer sur la difficulté peut-être à repositionner les choses, et ça va être dans le prolongement aussi de ce qu'évoquait Geneviève, il y a ce tableau de Goya que je montre souvent, parce que je pense qu'il est très illustratif de ce que nous vivons, c'est-à-dire 2 personnes qui se battent avec des gourdins, là, qui se battent potentiellement à mort, alors qu'eux-mêmes, ils sont en train de s'enliser. Et ça dit quelque chose, alors c'est un peu une variante de La maison brûle et nous regardons ailleurs, du président Chirac en 2002. Et je pense que c'est peut-être vrai pour nos... Et voilà, dans le monde de la finance notamment, c'est qu'il y a voilà, sans doute un certain nombre de contraintes. Là, à la pause, on parlait de la fiduciary duty. Mais voilà, et tout ça, il y a un certain nombre de choses qui se discutent. Et puis tout ça avec la question des frontières planétaires qui vont être dépassées. Et là, je vais beaucoup parler du donut. Alors, je rejoins voilà, cette belle image du donut qu'a proposé Kate Raworth. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu être là parce que je donnais cours dans la première partie de l'après-midi. Je ne sais pas s'il en a déjà été question ou pas. Non. Et donc, qui ne connaît pas le donut? Il n'y a aucun... Il y a quand même quelques doigts levés. Oui. Alors, c'est une image qui a été utilisée, donc le beignet, par Kate Raworth, qui travaillait chez Oxfam et qui est maintenant un chercheur attaché à Oxford, et qui en fait a repris l'idée de planetary boundaries, des frontières planétaires environnementales, donc les travaux du centre de Stockholm sur la résilience, et qui a voulu conjuguer ça avec un regard, on trouve l'idée de transition juste, sur la question du plancher social. Donc comment est-ce en gros, la zone verte, c'est ce qu'elle appelle en anglais le safe living space for humanity, mais c'est aussi pour tous les vivants. Et l'idée, donc comment est-ce qu'on crée et on partage de la valeur, au sens valeur économique et financière notamment, en respectant donc un plancher social et un plafond environnemental. Et il me semble que dans les difficultés aujourd'hui pour les entreprises, c'est de finalement concevoir un développement dans lequel on se mette ces contraintes fortes, de se dire, non, c'est pas vrai que nos trajectoires nous permettent d'être dans la zone verte si aisément que ça.
Et il y a beaucoup de signaux, malheureusement, qui nous font dire, on est déjà là, vous avez 4 limites rouges, mais là, maintenant, on en est à 6. Voilà. Et l'idée des limites ou des frontières, c'est qu'au-delà de certains seuils, on arrive soit à des phénomènes irréversibles, soit avec une très grande difficulté à revenir en arrière. Difficulté à concevoir un autre développement, ça rejoint, là j'ai mis la diapo du rapport Faire sa part de Carbone 4 il y a quelques années, qui consiste à essayer de regarder le poids des gestes individuels dans les transformations nécessaires. C'est entre comportement normal ou dit héroïque, entre 25 et 40% des efforts qui doivent venir d'individus ou de communautés plus restreintes. Il y a quand même entre 60 et 75% qui doivent venir de changements de politique publique, donc aussi de changements de stratégie d'entreprise. Là, je pense qu'aussi la difficulté à intégrer ces contraintes de façon structurante, c'est un énorme, peut-être un frein aujourd'hui. Et moi, il me semble qu'il y a un autre frein énorme, qui est cette capacité à réfléchir en termes de responsabilité collective et ensuite à essayer de se demander comment est-ce qu'on individualise ou on particularise ces responsabilités collectives. C'est-à-dire, en gros, voilà, en fait, là j'ai mis les photos du drame du Rana Plaza, et puis donc là qui touche des enjeux qui sont d'abord sociaux avant d'être environnementaux. Mais enfin, quand on connaît les chiffres, je nous rappelle juste ces chiffres absolument déments de la filière du textile-habillement aujourd'hui, dans lequel on a 130 milliards de vêtements fabriqués chaque année. Sur ces 130 milliards, il n'y a que 100 milliards qui sont achetés. Donc on a déjà 30 milliards de vêtements qui partent en gros dans des décharges au Ghana ou ailleurs. En moyenne, un Américain achète 70 vêtements et 7 paires de chaussures par an. Et en France, c'est 35 vêtements et 4 paires de chaussures. Et encore, je pense que les chiffres ne prennent pas en compte maintenant, je ne sais jamais si on dit Shein ou Shine, voilà, enfin l'ultra fast fashion qui encore augmente tout ça. Et donc, derrière tout ça, se dire, évidemment, une boîte toute seule ou un investisseur ne peut pas changer les règles du jeu, mais n'empêche que sur la question de l'identification de ces responsabilités collectives à l'égard de ce type de trajectoire qui est complètement insoutenable, comment est-ce qu'on agit là-dessus, comment est-ce qu'on réfléchit. Et on retrouve là les enjeux aussi en termes de devoir de vigilance à l'échelle mondiale, les chaînes de valeur mondiales, en voyant bien que, évidemment, ce n'est pas si simple de transformer ces chaînes de valeur. Alors du coup, je voudrais très brièvement, pour être aussi un peu du côté de comment réfléchir autrement à tout ça, d'ailleurs, me faire l'écho d'un livre que j'avais écrit avec 2 cadres dirigeants de grandes entreprises au moment de la COP21, c'était l'entreprise au défi du climat. Et c'était le fruit d'un travail avec une douzaine de personnes venant du monde de l'entreprise, essentiellement de grands groupes industriels. Et on avait réfléchi en se demandant quels sont justement les obstacles et les freins les plus grands vis-à-vis de la mise en œuvre de la transition écologique dans les grandes entreprises. Et au bout d'à peu près 1 an de travail, et puis on était 3 à prendre la plume, in fine, si je résume les arguments, c'était de dire les blocages les plus importants ne sont ni technologiques ni financiers, mais ils sont d'ordre politique, éthique, voire spirituel, au sens du sens, justement, de nos existences. Et alors là, du coup, je voudrais très brièvement évoquer la manière dont, au campus, on a essayé de réfléchir, au départ, pour écrire un socle commun de connaissances et compétences pour la transition, qui est le manuel de la grande transition. Je fais un peu de pub parce que depuis 2 mois, il est en version poche, aux éditions des Liens qui libèrent. Et on a travaillé avec 70 enseignants-chercheurs et quelques praticiens. Et l'idée, c'est que là, vous avez un peu les pictos des 6 portes qu'on propose pour réfléchir. Et je propose, je me dis, pour l'expérience que je fais en les présentant dans des publics variés, c'est que je pense que ça peut nous aider à nous déporter peut-être de manière habituelle de voir les sujets pour réfléchir un peu différemment et se dire, en fait, on a besoin, 6 portes d'entrée dans la transition qui sont complémentaires. Alors, on a pris des termes grecs, mais ça correspond à des réalités, tout à fait, à tous les niveaux. Oikos, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre maison commune. Donc, la question du donut, comment identifier ces frontières planétaires, à la fois sociales et environnementales, et donc comment entrer dans une pensée complexe. Ensuite, ethos, c'est comment réfléchir avec un prisme éthique, qui est de dire comment vivre bien aujourd'hui et demain, dans quel type d'institution. Donc poser la question de la justice ou de l'injustice des institutions, de fonctionnement de nos règles du jeu, poser la question du bien vivre, en fait, de quoi avons-nous vraiment besoin, et poser la question des responsabilités collectives, partagées des acteurs.
À partir de là, on arrive à Nomos. Nomos, c'est ce qui nous occupe beaucoup et ce dont va parler tout à l'heure Hélène, c'est la question des règles du jeu, la question des métriques. Est-ce qu'on a ce qui permet vraiment, et voilà, tu parlais de la CSRD et de tout ce qui aujourd'hui nous permet quand même d'envisager, d'avoir un regard beaucoup plus informé, précis, exigeant sur ce que font les entreprises. Nomos. De Nomos, on passe à Logos, parce qu'évidemment, on sait bien que c'est assez difficile de faire bouger un certain nombre d'acteurs qui ont peu d'intérêt en fait, à bouger. Et donc, Logos, c'est les récits, les imaginaires, une pensée prospective, comme on se projette vers un futur, entre le futur probable, malheureusement, qui est quand même loin, enfin, qui est absolument désastreux, un futur désirable, quel est-il? Et peut-être entre les deux, quel est le futur possible? Du coup, et là-dedans, quel rôle pour les institutions financières? Et puis du coup, on arrive à Praxis, évidemment, la question des acteurs et des coalitions, des alliances multi-acteurs, multi-échelles, pour être à la hauteur des enjeux. Et enfin, Dynamis, la question de la reconnexion à soi, aux autres, à la nature. Donc aussi la prise de conscience que tout ça ne se fera pas que dans nos têtes. Donc voilà, je pourrais laisser les slides. Donc vous avez là le petit regard sur ces 6 portes. Et je voudrais justement, à partir de là, dire comment on a essayé de réfléchir dans l'ouvrage, et c'était un peu le fruit de recherche que j'ai pu mener depuis une petite vingtaine d'années, sur la question de la RSE formulée en termes de responsabilité systémique de l'entreprise. Alors, voilà, je reviens aux donuts, et c'était un peu, à vrai dire, le fruit de mes travaux de thèse en allant visiter des filiales de grands groupes dans différents pays du Sud, notamment le Nigeria, et pour regarder les effets de l'activité pétrolière sur le lien social et écologique, notamment. Et donc se dire que quand on parle de RSE très souvent, et ça rejoint les critères ESG, on a pu parler beaucoup des questions sociales, sociétales, environnementales, voilà, en laissant peut-être pas mal de côté les questions de responsabilité économique et financière. Dire justement, comment est-ce qu'on crée de la valeur avant de la partager? Donc est-ce que les critères ISR et ESG, est-ce qu'ils sont suffisants? Et sans doute pas. Est-ce que la question des normes comptables, est-ce qu'on a, pour l'instant, dans la comptabilité, et là je sais que c'est aussi un des sujets sur lesquels Hélène est très active, on n'intègre pas suffisamment le coût de maintien du capital naturel ou humain. Donc comment est-ce qu'on réfléchit à ces enjeux de normes comptables? Comment réfléchir à une fiscalité voilà, par rapport aux enjeux de prix de transfert et autres? Comment est-ce qu'on lutte contre l'optimisation fiscale dommageable, entre autres? Et puis les enjeux de politique salariale dans l'entreprise, mais au long des chaînes de valeur. Voilà. Et puis de l'autre côté, la question de la responsabilité politique, je pense que ça rejoint ce qu'évoquait aussi Geneviève, c'est que tout ça, cette responsabilité systémique de l'entreprise, c'est une responsabilité qui est d'abord politique et qui voilà, doit engager une réflexion sur ces enjeux de gouvernance d'entreprise et aussi cette contribution des entreprises à la gestion, à la transmission des biens communs mondiaux. Et il faut reconnaître qu'on est quand même encore très loin du compte. Je pense que j'ai à peu près épuisé mes 10 minutes. Alors du coup, pour terminer, je finis juste avec 2 représentations du donut que j'ai demandé à Armelle Billot, qui est une jeune femme qui a passé plusieurs années au campus et qui est graphiste. Et je lui ai dit, écoute, fais-moi 2 scénarios. Le scénario, en gros, du suicide collectif, pour parler comme... et le scénario de la coopération, pour parler comme Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Donc là, vous avez le scénario du pire et du suicide collectif. On a les Elon Musk et autres qui partent pour coloniser Mars avec c'est le safe living space for the happy few en anglais. Donc comment voilà, et avec vous voyez les désastres, et puis là toutes les frontières sont explosées, et en plus avec des barbelés et ces murs qui nous empêchent d'aller dans les zones où il fait meilleur vivre. Voilà, donc ça c'est ce monde dont nous ne voulons pas, je pense, les uns et les autres, mais malheureusement ce monde vers lequel nous allons à grande vitesse si nous continuons sur nos trajectoires. Et puis voilà, vous voyez un graphique nettement plus joyeux dans lequel on est revenu en arrière sur certaines des frontières, dans lequel vous voyez d'ailleurs des bulles, des gens qui parlent, qui collaborent. C'est pas que du low-tech, il y a de la tech, mais bien pensé. Comment est-ce qu'un juste usage des technologies, mais aussi beaucoup de sobriété, et surtout mettre au devant d'une qualité des relations. Voilà, donc je termine là-dessus pour nous inviter à nous demander comment cette finance et nos métriques sont au service de ce monde heureux et vivable. Merci beaucoup.